Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est déjà notre deuxième plateau de ce deuxième jour du festival Étonnant Voyageur. Alors là, nous avons un plateau que j'ai intitulé Des animaux et des hommes. Je ne sais pas trop comment l'appeler ce plateau, parce qu'on parle d'animaux, on parle aussi des hommes, et que finalement, ça me semblait le plus simple. Oui, faut aller au plus simple. Mais vous allez voir, ce sont des histoires assez extraordinaires. Alors, avec nous sur le plateau, Charlie Gilmour, qui, pour ce livre qui s'intitule Première plume et qui est paru chez Métellier et qui va être interprété par son traducteur. Donc ça, c'est assez rare, mais de temps en temps, ça fait plaisir. Anatole Ponce, qui est déjà venu au festival, on en parlait tout à l'heure, Anatole Ponce-Remaud. Anatole qui est venu servir d'interprète pendant quelques années au festival Étonnant Voyageur, qui n'était pas venu depuis 5 ans et qui revient maintenant comme traducteur et interprète. À côté de moi, je te laisse présenter notre... Agnès de Clerville pour ce livre Corde ferme aux éditions HarperCollins. Voilà. On dira la suite tout à l'heure. Et puis Olivier Poivre d'Arvor pour ce livre qui s'intitule 2 étés par an. Voilà. Alors on va commencer par Charlie. Alors, sa biographie d'abord, il est né en 1989, il a grandi à Londres et dans le Sussex, il a fait des études d'histoire à Cambridge, il est le fils biologique d'un poète britannique, Heathcote Williams, excentrique, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on va le découvrir puisqu'il est dans le livre. Inadapté chronique, incurable à la vie familiale, vous verrez ça. Et Charlie est aussi le fils adoptif de David Gilmour, le guitariste des Pink Floyd. Eh oui. Et dans ce livre, on va découvrir son histoire, il s'interroge sur ses origines. C'est un récit vraiment très très émouvant parce que Charlie est un petit peu tiraillé dans son identité, dans sa vie peut-être. J'ai gardé mes lunettes sur le nez, c'est pour ça que je vous voyais mal. Entre ce père dont il a l'impression qu'il l'a rejeté et puis son père adoptif qui est un père très aimant, très stabilisant, et je pense qu'il a beaucoup aidé Charlie. Alors l'histoire, nous sommes dans le sud-est de Londres et Charlie, avec sa future femme Yana, ils sont en train de préparer leur mariage. Ils vont recueillir un bébé pie qui est tombé du nid dans un univers plutôt hostile parce que le bébé il est tombé dans une casse automobile. Alors, c'est pas terrible pour une pie. Voilà, je vais vous expliquer. C'est juste à côté de l'atelier de Yana, la compagne donc de Charlie, qui est tout près de cet entrepôt qui prend l'eau de toutes parts à côté de la casse. C'est une partie de la ville qui est pleine de surprises et de secrets, mais ils sont rarement mignons et duveteux. Une descente de police dans un hangar voisin dévoile une ferme de cannabis, puis des motos volées la semaine d'après. Un ami ouvre un vieux conteneur oublié et découvre qu'il est plein de jet ski. Quelqu'un avec qui j'ai un jour partagé, dit Charlie, une cellule de prison se vantait d'avoir dispersé les membres sciés de sa victime dans les parages. Vous voyez, c'est un endroit quand même un peu particulier. C'est le dernier endroit au monde où je me serais attendu à voir surgir quelque chose d'aussi tendre qu'un jaune d'œuf, d'aussi frêle qu'un os d'oiseau, tout juste sorti de sa coquille. Voilà le décor. Et ils vont adopter avec sa compagne cette pie. Et là, on va découvrir... d'abord, reparlons de c'est une histoire vraie. On peut dire, il a vraiment adopté une pie. Benzen. Exactly. Yeah. Thank you so much for that beautiful and generous introduction. Yes. No. It's a true story that's written in the style of a novel about a magpie that my partner brought home one day in spring from, as you say, this extremely hostile environment, and it's about what happens when you, for one reason or another, allow a completely wild, chaotic,
beautiful animal into your home and the chaos and the beauty that comes from that. Oui, c'est exact. Déjà, merci beaucoup pour cette belle introduction. Oui, c'est une histoire vraie que j'ai écrite à la manière d'un roman, en fait. C'est l'histoire de qu'est-ce qui se passe quand on recueille une pie qui arrive chez vous un beau matin de printemps dans un environnement très hostile, et qu'est-ce qui se passe quand un animal aussi sauvage, chaotique et magnifique arrive dans votre vie, et quel genre de chaos est-ce qu'il laisse dans votre existence. Et qu'est-ce qu'il va aider à transformer. Et ça va transformer sa vie. Alors il va se renseigner, Charlie, sur cet oiseau. Il va essayer de se renseigner auprès de sa grand-mère. Alors la grand-mère, tous les personnages sont très hauts en couleur. La grand-mère est assez extraordinaire aussi. Alors elle le renvoie... Alors attendez, je vais reprendre ma page. Je vais y arriver. Voilà. La grand-mère, elle n'aime pas trop les pies, mais et puis d'ailleurs les gens ne les aiment pas trop. Il écrit ceci: quant aux raisons de cette haine qui le fait se ranger du côté des pies immédiatement, d'ailleurs lui, elles sont difficiles à cerner. À en croire les gens qui les accusent de massacrer les oiseaux chanteurs, elles seraient responsables de la dégradation de l'écosystème. Il semble en effet que les pies soient des prédatrices opportunistes qui mangent parfois les œufs et les petits d'autres oiseaux. Mais alors pourquoi les cresserelles, les buses, les éperviers, les chouettes, les chats et surtout les humains ne sont-ils pas haïs de la même façon, avec la même ferveur? Voilà, ça c'est ce qu'il écrit. Donc il va essayer de se renseigner auprès de cette grand-mère pour savoir comment élever ce bébé pie. Et puis la grand-mère va le renvoyer... vers sa mère, qui l'envoie vers son père biologique. Alors ce père biologique, c'est donc ce poète particulier que Charlie voit peu, il en souffre d'ailleurs, il a peu de relations avec lui, et le père, lui, il a adopté un chouka. Exactly. So there was this very, very strange coincidence of crows between magpies and jackdaws, where this magpie fell into my life, and the first person I turned to for advice was my grandmother, who was, as you say, very eccentric but a great lover of animals, except magpies. Her advice was, ugh, a magpie, why don't you kill it? And eventually I got directed to my biological father, who I didn't know at all, really. He vanished in the dead of night when I was a baby, but he was also this very, very eccentric, larger-than-life character, and I discovered, even though we had no relationship, we had this very, very strange coincidence of birds throughout our life, and we were able to vicariously have a bond through this shared relationship with birds, which is really one of the threads running through the books, through the book. Yeah. Oui, c'est exact. Il y a eu cette coïncidence très très étrange de corps vidés dans nos vies entre moi et mon père biologique. Donc moi je trouve cette pie, je vais voir ma grand-mère qui était quelqu'un, comme vous dites, de très excentrique et tout ça, qui était quelqu'un qui aimait beaucoup les animaux, sauf les pies. Donc qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit: une pie, tu la tues. Donc, je me dis bon. Donc je suis allé voir mon père biologique que je connaissais pas du tout, qui avait disparu au milieu de la nuit quand j'étais encore bébé. Lui aussi poète excentrique, une figure assez étonnante, avec lequel on n'avait pas du tout de relation. Mais cette grande coïncidence de deux corps vidés qui sont intervenus dans nos vies. Et donc il y a cette idée de comment créer du lien à partir de cette coïncidence, et c'est un des fils conducteurs du livre. Alors on va découvrir d'abord comment on nourrit un bébé, un bébé pie, il faut lui donner des petits verres qu'on lui fait rentrer dans le bec, etc. Ils apprennent tout, ils font tout. Et puis ils découvrent aussi, et il dit: ce que j'ai découvert est époustouflant. On a constaté que les pies font partie des rares animaux en dehors des humains qui se reconnaissent dans un miroir, ce qui implique qu'elles ont conscience d'elles-mêmes. Elles jouent, elles pratiquent la duperie, elles sont maîtres dans l'art de l'imitation. Je lis de plus belle et développe de nouvelles connaissances sur le petit miracle du génie des corvidés. Corbeaux et consorts ont un des plus hauts coefficients d'encéphalisation du royaume animal. Leur cerveau est aussi densément replié sur lui-même que de l'acier japonais, ce qui leur permet de jouer dans une catégorie nettement supérieure à celle de leur poids cérébral. Manifestement, cervelle d'oiseau n'est pas si insultant que ça, finalement. C'était
très très joliment écrit. Donc, et cette pie, ce bébé pie, enfin, j'aurais presque envie de dire que à force de s'en occuper, de la dorloter, ils habitent chez la pie. Presque ils habitent chez la pie. Non? Un peu. Yes, no, the bird very much came to dominate our home because, while they're incredibly intelligent, biologists refer to them as feathered apes, and but which means that they bring a great deal of chaos to your life because one of the things that they think is very, very clever is they hide food to eat later because they're always thinking about the future, which is remarkable that an animal can think about the future, but unfortunately it means they hide meat in your shoes or in the pages of books or sometimes in your hair, and they're very clever in that way, but it makes your home stink. But the book really became about sort of imagining the minds of other creatures. I mean, first it was about imagining the mind of this bird, because for me it was a revelation that a bird could have a mind and intelligence in that way. And then it also became linked to imagining the mind of this other wild creature in my life, my eccentric biological father. And those two projects were very linked throughout the book. And they were two very chaotic beasts. Oui, c'est vrai que l'oiseau, très vite, a fini par dominer notre foyer. Hein. Les biologistes appellent les corvidés des singes à plumes pour dire à quel point ce sont des êtres intelligents. Mais ça veut aussi dire qu'ils sèment le chaos derrière eux. Une des choses que, par exemple, ils trouvent très, très malines, c'est de cacher de la nourriture. Ce qui montre qu'ils se projettent dans le futur, ce qui est quand même assez incroyable quand on y pense. Ce que ça veut aussi dire, c'est qu'il y a des bouts de viande qui vont se retrouver cachés partout dans votre maison, dans vos bouquins, parfois dans vos cheveux. Donc je vous raconte pas aussi l'odeur que la maison finit par avoir. Mais pour moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de m'imaginer l'esprit d'un oiseau, l'esprit d'une autre créature qui était dotée d'une intelligence. Pour moi, c'était une grande découverte de me dire un oiseau pouvait être intelligent. Mais ça m'a aussi amené à imaginer l'esprit d'une autre créature excentrique dans ma vie, qui était mon père biologique. Alors l'oiseau va être présenté officiellement à la famille parce qu'ils doivent se rendre à la ferme avec sa compagne pour préparer le mariage. Et en fait, ils vont présenter l'oiseau à la famille alors qu'il y a déjà un chat là, etc. Mais enfin bon, va falloir faire la place. Hein. Et alors c'est extraordinaire. Benzen, puisque c'est le nom que vous avez donné à votre pie, Benzen, elle va prendre sa place, mais vraiment bien. Alors voilà, je vous explique, je lis. Parfaitement ignorant de tout ceci, Benzen débarque dans la cuisine sur le dos de ma main et agite la tête dans toutes les directions. Les oiseaux ne peuvent bouger leurs yeux indépendamment de leur tête comme nous, de sorte qu'ils doivent tendre le cou chaque fois qu'ils veulent voir quelque chose. Benzen dodeline de curiosité. Ayant examiné la pièce à satiété, il bondit de ma main pour gagner la table et commence ses présentations. Il s'incline, il bat des ailes, il pépille, il défile sur la table comme s'il n'y avait rien de plus naturel, jette quelques petits pois de mon assiette, attaque la pierre de l'alliance de ma mère, fait gargouiller le thé tiède de mon père dans son bec. Tout le monde est très enthousiaste. Ce n'est qu'un invité excentrique de plus. La chienne Doris ignore soigneusement l'oiseau, ce qui me fait soupçonner, vu la manière dont elle a ignoré les poulets rôtis, les tartes et les gâteaux d'anniversaire par le passé, qu'elle envisage sérieusement de le manger en douce. Benzen la regarde par-dessus le rebord de la table et la chienne évite de croiser son regard, comme si elle s'inquiétait qu'il lise dans ses pensées. C'est vraiment extraordinaire. Elle a séduit toute la famille. Alors, j'ai dit il, parce que c'est lui. Au début, ça commence au masculin. Benzen, ils sont persuadés que c'est un mâle. Et en fait, Benzen, à un moment, elle va pondre des œufs. Donc, il va falloir changer quand même, hein. Ça va être une découverte, ça aussi. So that's another discovery. She's not a he. Exactly, yeah, big surprise.
Bon, alors là, on sourit beaucoup en lisant son livre. On est ému parce que c'est tendre, cette relation, c'est tendre, c'est fort. Il a envie, Charlie, à la fois de redonner sa liberté à Benzen, mais est-ce que Benzen a envie de reprendre cette liberté? Vous le saurez en lisant le livre. Et puis, il y a des moments beaucoup plus difficiles où on le découvre. Alors, d'abord, la tendresse du père adoptif, David, qui est vraiment le socle. Voilà, le socle. Et puis qu'est-ce qu'on peut dire? Folie, fantaisie du père biologique et la souffrance quand même que ressent Charlie par rapport à cette distance qu'il y a entre eux. Il n'y a pas vraiment de question. Oui, je sais bien qu'il allait demander c'est quoi la question. Yes, exactly. So, On va apprendre des choses. On va apprendre, par exemple, que le secret des Scott. Il va découvrir petit à petit aussi qui est son père biologique. Mais ça, on ne va pas le raconter parce qu'il faut le découvrir comme Charlie va le découvrir au fil du temps. Voilà. No, that's true. I would say something about the magpie and her freedom, which is that, when we took this journey to the farm where my mother and my adoptive father live, we did let her out to fly free, and she flew up, and landed right on my head. Yeah, and that was just how it went. So as you say, it's about the relationships that we have and the relationships that we think that we want. And, I always thought that I wanted this relationship with my biological father who was incapable of love, and then the relationship that I did have with my adoptive father, which I sort of took for granted until quite late. And then this unexpected and powerful bond with this magpie, which, a creature that you let free but refuses to leave, is a sort of powerful tonic to the relationship with the person who you can never get to stay. And there was a tension between those things that runs throughout the book. Oui, je voulais juste revenir sur cette histoire de pie et de liberté. Donc quand on entreprend ce voyage jusqu'à la ferme de mes parents, où vivent ma mère et mon père adoptif, là on se dit, on va lui rendre sa liberté. Donc on libère la pie, et là elle s'envole, elle prend son envol, et elle revient se poser sur ma main. Donc voilà, c'est là qu'on se rend compte qu'elle sur sa tête. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'elle ne veut pas prendre son envol, et ça nous interroge beaucoup sur les relations qu'on a, les relations qu'on pense vouloir. Moi j'ai cette relation avec mon père biologique qui est compliquée, qui est très différente de la relation avec mon père adoptif, que j'ai toujours tenue pour acquise et qui en fait s'est révélée bien plus puissante que ça, notamment par l'intermédiaire de la pie. Donc il y a cette idée de la créature qu'on libère mais qui veut revenir, et il y a toujours une tension dans tout le livre entre ce phénomène-là et le phénomène de son père qu'on aimerait bien avoir près de soi mais qui passe son temps à s'en aller. Voilà, c'est très bien, pour terminer, de dire cela comme ça. Un livre qui a reçu un accueil extraordinaire partout. Le récit le plus percutant que j'ai lu depuis des années, c'est Neil Gaiman qui dit ça. Incroyablement touchant, vous serez enchanté, dit Elton John, etc., etc. Voilà, ça s'appelle Première Plume, c'est paru aux éditions Métellier. Et puis maintenant, on va découvrir le livre d'Agnès. On va l'applaudir, bien sûr. Qui fait parler les animaux. Agnès qui fait parler les animaux. Alors, du coup, avant de présenter Agnès, je vais lire un extrait de Corps de ferme, La Pie. En haut du hêtre, on a un panorama imprenable sur le pré où paraissent les vaches, en pleine rumination. Et sur celui des génisses qui se courent après, appellent leur mère de l'autre côté de la clôture, où font des bonds désordonnés. Et sur la prairie de foin parcourue pour la 3e fois par le tracteur et la presse à balles rondes, les tiges se dérobent, leur odeur saupoudre la bordure des prés, les narines des bêtes s'élargissent, l'allégresse des génisses projette leurs pâturons en l'air. Picot et moi apprenons à nos 3 poussins à se tenir tranquilles et à trouver leur repas dans les broussailles. Des couvées tardives traînent encore de part et d'autre. On découvre parfois des oisillons fraîchement éclos. On les dévore sous les yeux des passereaux désarmés. Ils n'osent rien devant la rangée des 5 becs redoutables. Là-bas, le père est tout à sa récolte.
Pas d'armes apparentes sur le tracteur rouge décrépit. Il surveille l'état du fourrage, se retourne en permanence pour mugir des ordres à ses rejetons. Il lui faut des andins parfaits, ni trop larges, ni trop étroits. Avec cette chaleur écrasante, les vaches cherchent l'ombre fraîche de la haie. Les génies se regroupent, repoussent ensemble les temps. On se presse, le soleil va se retirer, la fraîcheur remonte des prés, du ruisseau tout proche, il ne faut pas prendre de retard. Le ramassage du fourrage est crucial pour traverser l'hiver. Même si nos petits ne comprennent pas tout, on veut leur montrer les fermiers à l'œuvre. Notre nourriture dépendra du champ des garnis, offert à nos regards, insectes, vers et petits rongeurs vulnérables. Il faudra intervenir au bon moment, après le départ des fermiers, avant la sortie des Ramina Grobi. Alors, on est effectivement dans l'esprit d'une pie que vous imaginez. On ne sait pas si la pie est aussi intelligente que ça, même si on vient de découvrir. Et on va circuler comme ça dans les pensées et les paroles de différents animaux. Mais je vais peut-être vous présenter d'abord, avant de revenir au livre, Agnès de Clerville. Vous êtes née en Normandie. Vous vivez à Marseille aujourd'hui. On est voisins. Vous êtes scientifique de formation, vous avez travaillé d'abord la photographie avant de vous dédier à l'écriture. Vous avez déjà sorti un livre aux éditions HarperCollins en 2022 qui s'appelle « La poupée qui fait oui », qui est un premier roman en partie autobiographique, dit-on, sur une jeune femme victime de violences sexuelles. Et ce livre-là, Corps de ferme, qu'on peut d'ailleurs lire et entendre aussi comme Corps de femme, on peut même se tromper en le lisant, mais on ne se trompe pas en réalité, est sorti aussi chez HarperCollins. Donc c'est le quotidien d'une famille d'éleveurs du point de vue des bêtes. Et vous prenez le parti, au départ, de rentrer dans l'esprit d'une vache pie noire, d'une chienne épagnole et d'un chat tigré. Et de leur regard et de leurs pensées croisées. Alors déjà, pourquoi ces trois animaux-là? Et plus tard, il y a une pie qui intervient. La vache pie se transforme en pie, en quelque sorte. Pourquoi ces trois animaux-là? Je dirais qu'au départ, ce qui m'a conduit à l'idée de ce livre, ce n'était pas les animaux. J'y suis d'abord arrivée avec un désir de parler de l'agriculture que j'ai découvert lors de mes études et lors de mes stages. En tant que scientifique, en tant qu'agronome. J'ai fait donc pas mal de stages dans des exploitations laitières, entre autres. Et pour moi, qui ne suis pas issue du monde agricole, ça a été une énorme découverte. Et quelque part, même si j'ai commencé à écrire seulement il y a 10 ans, il y avait ce désir de faire découvrir l'âpreté de ce monde, la dureté de ce monde agricole, sur le plan économique bien sûr, mais pas seulement, aussi sur le plan familial, puisqu'encore aujourd'hui la plupart des exploitations sont familiales. Et je cherchais le moyen de décrire l'âpreté de ce monde sans aucun jugement, avec un regard différent de celui que l'on porte habituellement. Faire un roman social sans passer par le narrateur omniscient ou par un point de vue trop intrinsèque. Et c'est en lisant Flush de Virginia Woolf, qui est un roman pas très connu de cette grande autrice, que m'est venue l'idée de me mettre un petit peu comme elle à hauteur d'animal, même si le spaniel Cocker, qui est le héros de ce roman, n'est pas un narrateur. Néanmoins, on suit son aventure de vie, puisqu'on va jusqu'à sa mort, de manière extrêmement proche. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de me mettre du point de vue des animaux pour avoir ce regard, non pas objectif, parce que personne n'est objectif, mais ce regard un petit peu distancié et à la fois très très proche des humains, puisque deux de ces animaux sont le chat et la chienne et ont donc accès à la vie quotidienne et à la maison, voire même pour le chat aux chambres des humains. C'est le seul qui a le droit d'aller à l'étage. C'est le seul qui est toléré, on va dire. C'est pas vraiment un droit, c'est une tolérance. Et ça leur permet effectivement d'accéder évidemment à tous les détails des relations entre humains, mais également à tout ce que les humains ne s'avouent pas eux-mêmes,
dans les comportements non verbaux et dans non pas les pensées, mais les animaux sont beaucoup plus capables que nous de décoder justement ces comportements non verbaux et ces sentiments, ne serait-ce que par nos odeurs également. Oui, alors justement, les comportements non verbaux, ils sont particulièrement marqués ici, puisqu'ils sont plutôt taiseux, hein, les fermiers. L'homme et la femme ne parlent pas beaucoup. Ils ne s'expriment pas beaucoup, ils sont plutôt dans des rapports assez âpres entre eux, puis avec les enfants. Avec les animaux aussi, et on a l'impression que les animaux ont des relations parfois plus tendres avec leur propre progéniture, évidemment il y a de la violence, mais il y a aussi de la complicité entre le chat et la chatte, le chat et la chatte, et la chienne, pardon, je vais y arriver, la jalousie, mais en même temps ils se comprennent mutuellement. Et alors, ce qui est vraiment, ça m'a beaucoup amusé, c'est qu'il y a un avertissement en général dans les livres. On dit, bon, c'est de la fiction. Là. Les faits rapportés dans ce roman ne sont pas réels, même si, comme la réalité l'a démontré, ils auraient tout aussi bien pu l'être. Et effectivement, on voit bien l'évolution des choses au fur et à mesure. Femmes, hommes et lieux sont imaginés. Mais toute ressemblance avec des bêtes ayant existé a été particulièrement difficile à produire. Et ça, on sent qu'il y a quand même une observation des animaux qui est issue peut-être de votre expérience, mais peut-être aussi d'un travail assez sérieux par la suite pour les comportements, la manière dont les choses se passent ou pourraient se passer dans leur tête. Oui, en ce qui concerne les chats et les chiens, j'ai eu le grand bonheur et j'ai toujours le grand bonheur d'en avoir près de moi. Donc il y a une partie des observations qui proviennent de ma vie quotidienne, tout simplement avec ces animaux. Mais même pour eux, et évidemment pour les vaches et pour les pies, j'ai été amenée à faire des recherches bibliographiques, à aller sur des blogs de passionnés, de comportementalistes. J'ai aussi lu des articles sur la structure mentale et la structure sociale de ces animaux, de manière à vraiment pouvoir m'immerger dans chacune de ces personnalités, parce que pour moi, il s'agit vraiment de personnalité, non seulement la personnalité de l'espèce, qui est différente d'une espèce à l'autre, mais également, j'ai cherché à donner une vraie personnalité à chacun de mes narrateurs. Pour le chat, par exemple, je me suis un petit peu inspirée du chat du rabbin de Johann Sfar, qui est un petit peu sarcastique, qui a une certaine distance rigolarde par rapport à ce qui se passe sous ses yeux. Et pour la chienne, par contre, je suis restée au niveau d'une chienne qui est confite d'amour pour ses maîtres, y compris lorsqu'elle n'est pas très bien traitée. Ce qui est mon expérience avec ma chienne, en fait. Parce que même quand on l'a maltraitée. Non, je la punis. Bon. Je la punis parfois parce qu'elle fait parfois des bêtises. Mais malgré ça, elle reste complètement entière dans son amour. Et je voudrais revenir à la pie, puisqu'on a beaucoup parlé de pie tout à l'heure. À la pie et à la vache, c'est effectivement des animaux très, très intelligents, beaucoup plus intelligents que ce qu'on peut soupçonner lorsqu'on les fréquente de loin, notamment quand on a une vie urbaine. Et il y a des anecdotes que j'ai trouvées sur ces blogs et sur ces références bibliographiques que j'ai pu parfois introduire dans mon histoire, comme par exemple le fait qu'il ait été constaté, par exemple, qu'une pie enterre, je mets enterre entre guillemets, enterre d'herbe le cadavre de son conjoint, puisque les pies forment des couples fidèles tout au long de leur vie, gardent leurs petits plusieurs années auprès d'elles pour former des groupes et sont extrêmement attachés à leur famille, ce qui conduit d'ailleurs la pie de mon roman à porter un certain regard sur le comportement de la famille qu'elle observe du haut de son peuplier. Oui, c'est un regard qui est plus surplombant que celui des autres, qui prend de la hauteur, évidemment. Elle est là en haut, protégée des attaques. Et puis pour le chat sarcastique, je vais lire un tout petit extrait aussi. Ce matin, on se bouscule à la porte de la salle de traître. Énervée, la jeune chienne jappe et cherche à jouer avec mon compagnon bondissant. Le compagnon, c'est un petit chat qu'elle a recueilli. Tandis que la vieille chienne... Oui, c'est ça. Patiemment allongée, ne nous décoche même pas un coup d'œil fatigué. Comment ces deux olibrius ont-ils pu s'entendre ?
se supporter jusqu'à établir cette relation mêlée de jeu et de cajolerie, donc un petit chiot et un petit chat. C'est un spectacle qui dépasse notre entendement à la chienne et moi. Le fossé des générations, probablement. Alors, là aussi, on porte un regard évidemment détourné sur la manière dont les humains vivent à partir de la manière dont les animaux perçoivent les choses. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une construction très intéressante dans ce livre, parce qu'on a effectivement ces regards. Bon, on passe d'un animal à l'autre, mais on passe aussi d'un temps à un autre. C'est-à-dire qu'il y a d'abord les naissances, et puis il y a les petits. Et puis il y a des avortons, c'est-à-dire c'est les petits qui vivent pas ou qui peuvent pas survivre. Et puis on revient comme ça à une autre époque, puis à une nouvelle saison, et puis à la fin de tout, et puis à le début de tout, ça recommence. On change d'animaux parfois. Et entrecoupé, on va peut-être terminer là-dessus pour laisser la lecture s'accomplir. Il y a un chœur de porc. Parce qu'on parlait aussi tout à l'heure de voix chorale. Choisir les porcs pour faire le chœur. Voilà, quand même justement. Mais il se passe quelque chose dans la porcherie, donc là on ne va pas dire parce qu'il y a une sorte d'énigme aussi. Mais ce chœur de porc, là aussi, comment ça vous est venu ? Comme l'a dit Ananda Devi tout à l'heure, puisque j'ai un petit peu assisté à la rencontre, on est aussi face à une tragédie qui se base sur des aspects économiques et d'ordre de l'élevage, puisqu'il y a une maladie qui frappe le troupeau, mais pas seulement, il y a aussi une tragédie qui se noue dans la famille. Et en référence et en hommage aux tragédies antiques, j'avais envie d'un chœur, CHOUR, également, un chœur antique. Et ce sont les porcs qui jouent ce rôle. Ils jouent aussi un autre rôle dans l'histoire, comme vous l'avez légèrement évoqué. On n'ira pas plus loin. Mais ce chœur des porcs rythme, comme dans une tragédie, le début, le milieu et la fin de ce roman, pour donner des indices pour qui sait les lire, mais également pour rythmer la lecture. Ça donne envie. Hein. Et voilà, pour la suite, il faut y aller. Voilà. Eh bien, nous allons continuer. Voilà, bravo. Merci. Alors là, on pourrait dire que les héros de l'histoire sont des sternes arctiques et un vieil ambassadeur. Voilà, on commence comme ça. Alors, Olivier Poivre-d'Arvor, vous avez été diplomate dans de nombreux pays, ambassadeur de France en Tunisie. Vous êtes le créateur du Marathon des mots à Toulouse qui se déroulera du 25 au 30 juin prochain et qui fêtera, lui, son 20e anniversaire déjà. Vous avez aussi été directeur de France Culture, président du Musée national de la Marine, ambassadeur de France pour les pôles et l'océan. Et comme vous n'étiez pas assez occupé avec tout cela, vous êtes aussi l'auteur de nombreux romans et essais. Vous venez de publier chez Stock 2 étés par an, un roman d'anticipation dont les principaux personnages, donc un couple de sternes arctiques et un homme oiseau, ancien ambassadeur, non, qui entreprennent une longue migration en 2048 entre le Groenland et l'Antarctique. Donc, ce n'est pas un récit, ce n'est pas un roman complètement, mais il y a un petit peu de vous quand même là-dedans. Bon, vous avez déjà vendu la mèche en parlant d'un vieil ambassadeur. Oui. Vous en 2048 quand même, hein. Au moins, ça a le mérite d'écrire un livre qui se passe en 2048. Ça vous oblige à essayer de durer jusque-là. Donc, c'est déjà un avantage. Mais oui, en fait, il y avait surtout peut-être le désir pas de réconcilier, mais d'essayer, moi-même d'ailleurs, de penser 2 vies. Celle de la négociation, voilà, ce qui est le métier de diplomate, et celle de la vie du romancier, ou en tout cas de l'activité de la création, de l'écriture. Et il se trouve que quand j'ai, après être, je suis plutôt spécialiste du monde arabe, moi, donc j'étais en Égypte, en Tunisie, et étrangement, on m'a proposé, c'est souvent comme ça au Quai d'Orsay,
évidemment de pas du tout m'occuper du sujet qui était mon sujet principal, mais d'aller succéder à, c'était Ségolène Royal, qui était ambassadrice des pôles, qui avait elle-même succédé à Michel Rocard. Donc c'était, je me suis dit, c'est assez étrange d'abord, tout d'un coup je vais passer de la Tunisie au pôle, c'est quand même un grand saut dans le climat. Et puis rajouter l'océan au sujet. Et j'ai commencé à travailler. Et travailler, ça consiste à aller dans toutes ces négociations qui sont les COP, les conférences des parties, climat, où on essaie de sauver la planète. Enfin, en tout cas, c'est l'objet. Depuis l'accord de Paris, depuis 2015, depuis la COP 21. Et donc, on est là, à 192 représentants, chefs de délégation de différents pays, et puis à la virgule près, on essaie de... Et il se trouve que mon éditeur, qui est Emmanuel Carcassonne, chez qui j'avais déjà sorti un livre, me dit « il faut que tu racontes ça ». Quel ennui quand même, parce que vraiment c'est une nuit qu'on passe à essayer de négocier des accords qui vont si lentement face à des urgences qui paraissent si fortes. Et donc assez vite, en tout cas pas assez vite, mais en commençant à écrire, en disant oui, je vais essayer de vous écrire un peu ce que pourrait être le changement climatique en 2048, parce que faisant partie du groupe du GIEC, en tout cas suivant les activités du groupe des GIEC régulièrement, j'ai la chance d'avoir des données, comme évidemment vous les avez vues, ou madame, qui sont des données scientifiques pour pouvoir les projeter dans l'avenir, sur le territoire, sur les océans. Et donc assez vite, je me suis dit comment raconter ça. Et donc j'ai pensé que seuls les oiseaux pouvaient nous dire ce que ça allait devenir, la planète. Voilà. Alors là, l'état de la planète, il n'est pas terrible en 2048, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Et là aussi, les oiseaux parlent. Les oiseaux parlent, les hommes volent, c'est quand même assez fou, quoi. Il y a Jet, par exemple, un des sternes, qui se lâche à un moment. Il est en colère. Des siècles durant, nous, les oiseaux, avons été mis en cage pour amuser vos enfants, massacrés, mangés sous des prétextes fallacieux. Les miens, par exemple, ont été décimés jusqu'à presque disparaître, pour alimenter le commerce des chapeaux à plumes, puis pour celui des matelas sur lequel vos rêves de prédateurs trouvaient avantageux de profiter du moelleux de nos pauvres duvets. Et quand nos plumes ne vous intéressèrent plus, pas même pour écrire vos livres, Excellence, ce furent nos œufs que vos ventres avalèrent, et quand nos futurs enfants ne vous suffisèrent plus, ce fut à nous que vous vous êtes attaqués. Et aujourd'hui, vous voudriez que je vous accompagne tout en bas, en Antarctique, où vos amis entretiennent de juteux commerces de la plumasserie, en dormant dans leur duvet polaire en plumes naturelles. Très peu pour moi. Ah, il n'est pas content, hein, Jet? Non. Mais en fait, il est d'abord bravo pour la lecture parce que c'est un peu tricoté, donc c'est pas facile à lire. Mais la vérité, c'est que on peut imaginer que les oiseaux ne soient pas contents. D'abord, ils nous dominent beaucoup. Là, on est très nombreux, mais enfin, dans le meilleur des cas, en 2050, on ne sera que 10 milliards, ce qui est quand même très peu comparé aux 200 ou 400 milliards d'oiseaux qui existent dans le monde. Donc finalement, il y a quand même d'abord une supériorité numérique, il y a une supériorité évidente qui est le vol, le fait de pouvoir voler. On a réussi plein de choses, on a réussi à parler dans un micro, à répondre au téléphone et à établir une communauté humaine avec des réseaux sociaux, mais on n'a pas réussi cette chose qui est quand même, pour le coup, pour revenir à la question antique, est quand même un grand mythe antique, voler. Et donc, en tout point, ils me paraissent, mais enfin je crois que ce n'est pas moi particulièrement, mais c'est une énigme, les oiseaux. C'est une grande énigme qui d'ailleurs elle-même, dans le récit on le voit, les personnages vont à la recherche d'énigmes, celle d'Alexandre le Grand, donc ils vont voyager beaucoup. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment le meilleur véhicule, au meilleur sens du terme, du vivant, pour nous dire, pas si tragiquement finalement en fait, où est-ce qu'on allait atterrir en 2048. Alors, 2 étés par an, c'est vrai, vous le dites, va nous faire voyager d'Alexandrie à l'Himalaya, je vais y arriver, de la forêt amazonienne à l'île de Pâques, du Groenland à l'Antarctique. Grâce à ces oiseaux qui volent et à cet ambassadeur qui va devenir un homme-oiseau. Expliquez-nous un peu ce que sont les échoppés.
j'ai mal dit. Les Épopées. écopées. Les épopées. Les écopées. Ah voilà, je savais bien que je le Les disais pas dans épopées, le bon c'est sens. sur mer. Je le disais dans le mauvais sens. Non, non, mais en fait, moi, je suis, avant d'être diplomate, j'ai fait beaucoup de philo, donc j'ai fait un doctorat d'état sur un thème précis qui s'appelle, c'est compliqué hein, quand même, Epochein, la suspension du temps, du jugement, bref. À certains moments du livre, partant de l'hypothèse que justement les personnages étaient des oiseaux et que moi-même j'étais devenu homme-oiseau, sans me poser la question de savoir par quelle manière, parce que c'est la liberté du romancier. À un certain moment, je me suis quand même interrogé sur, non pas là où j'allais, mais sur les interrogations qui sont les nôtres par rapport à cette question de la planète. Et c'est beau de raconter des récits, de mettre en avant les animaux, de dire en gros qu'ils nous sont sinon supérieurs, mais en tout cas qu'ils nous apportent beaucoup, qu'on a un rapport très fort avec eux. Mais donc j'ai voulu à ce moment-là suspendre le temps, enfin l'écriture du livre, et il y a trois moments comme ça, chapitres, où j'apporte mon propre témoignage. Et l'un des premiers d'ailleurs, c'est en fait ce souvenir très ancien, qui est peut-être le seul souvenir, je pense à Charlie et sa relation avec son père, le seul souvenir heureux d'une relation avec mon père, qui était à Trégastel, au large, à l'archipel des Sept-Îles, dans l'île Rouzic, où avec son Polaroid, il avait fait une photo de son fils, moi en l'occurrence, à côté d'un couple de sternes arctiques. Et il était très très inquiet. Mon père était toujours inquiet, et donc il était très inquiet parce que les sternes arctiques, quand on s'approche de leur nid et des oiseaux, sont facilement agressifs. Et il se trouve que la photo qui existe, qui reste, est un petit bonhomme avec un caban là, et qui est assez en confiance avec ce couple de sternes arctiques. Et depuis cet âge-là, moi depuis 6 ans, j'ai une passion pour ces animaux, pour ces oiseaux que je suis partout. Voilà, évidemment, les suivre, c'est du boulot parce que c'est quand même les animaux les plus migrateurs au monde. Ils font comme 40 000 km à l'aller, 40 000 au retour. Et ils font ça pendant 30 ans, pendant toute leur vie. Je leur ai trouvé toujours beaucoup de vertus. D'abord, ils sont très fidèles, c'est des couples très forts. Mais ce qui est pas mal finalement, peut-être c'est une manière de vivre l'amour aussi, ils se séparent pour voyager. Donc voilà, ils se retrouvent avec, semble-t-il, beaucoup d'impatience, parce qu'un simple cri leur permet de se retrouver. Tout simplement, ils passent 2 étés par an parce qu'ils aiment la vie, ils aiment la lumière, ils aiment la chaleur, ils aiment la nourriture qui se trouve en Arctique quand il fait encore des températures acceptables. Et puis évidemment, avec le changement climatique, ils vont beaucoup bouger parce qu'en Antarctique, ils vont aller chercher du krill, de nouveau de la lumière, etc. Et appliqué à tous les voyages, à toutes les missions que je fais en Antarctique ou en Arctique, souvent très longues et pas forcément aussi extraordinaires qu'on peut imaginer, parce que c'est pas facile, on est à 3000 mètres d'altitude, on respire pas, il y a un peu de solitude quand même, et puis bon, c'est pas si simple que ça. Je me suis dit que cette vie d'oiseau était une vie dure, quand même, très dure, et courte, 30 ans, mais que j'avais envie de la partager. Et donc voilà, c'est une des époques. Il y en a d'autres où je dis que au sortir d'une COP, la COP Dubaï par exemple, qui comme par hasard se passe aujourd'hui, la prochaine sera à Bakou, vous voyez, c'est quand même des lieux très emblématiques de l'interdiction des énergies fossiles, qui est pourtant indispensable si on veut continuer à être dans des conditions relativement vivables. J'étais un peu, même pas désespéré, j'étais un peu dégoûté quand même par les progrès très lents que nous faisions et le fait qu'il fallait maintenant qu'il y ait un débat avec les extracteurs d'énergie fossile, le producteur de carbone, pour pouvoir avancer, pour ne pas dépasser le point 5, qui est une sorte de point. Voilà. C'est ces petits moments où j'essaie, tout en n'étant pas viré de ma mission, de dire que le politique a quand même... C'est pour ça qu'à travers un roman, c'est mieux. C'est-à-dire que c'est la seule manière, parce que en tant que diplomate, on doit soumettre nos livres au Quai d'Orsay et à l'Élysée. Enfin, donc, il faut faire attention quand même. Non, parce que si on tient son travail, voilà. Alors, mais on croise quand même. Il ne faut pas dire trop de mal des diplomates, mais ils sont quand même beaucoup trompés dans l'histoire du monde. Ils n'ont pas prédit plein de choses. Ils n'ont pas prédit
enfin les conflits qu'on a récemment dans les correspondances récentes que j'ai pu lire de mes collègues, mais les miennes aussi sont pas. Et donc voilà, je pense que les oiseaux peut-être peuvent nous dire des choses heureuses en fait. Et je voudrais un peu 30 secondes dessus, parce qu'on peut pas vivre, on va pas pouvoir vivre. Enfin nous c'est pas grave, mais moi en tout cas vieux. Mais nos enfants, on va pas les astreindre on va pas les assigner à la culpabilité, à la souffrance, à l'éco-anxiété, c'est-à-dire vraiment il y a un vocabulaire très très large pour la douleur. Donc je pense qu'il faut il faut rien d'ailleurs, mais il est évident que l'homme, au sens large du terme, les hommes et les femmes savent s'adapter et qu'il faut on vit et on trouve toujours une solution et l'espoir est là et l'amour est là et l'humanité et la communauté. Donc c'est ça qui est quand même l'essentiel. Et en 2048, c'est parce que c'est le moment où le traité de l'Antarctique peut être révisé. Donc à ce moment-là, ça serait vraiment la pire des conneries que les hommes pourraient faire, c'est-à-dire foutre en l'air l'Antarctique, c'est-à-dire nous permettre d'avoir 69 mètres d'élévation du niveau de la mer, ce qui rendrait très difficile les débats ici à Saint-Malo en 2048. Et donc, forcément qu'on va s'en s'adapter. Sauf que certains que je fréquente aujourd'hui, moi, les ours polaires, quand je vais en Arctique, ou les manchots empereurs, qui sont peut-être pas aussi intelligents que les pies, ou en tout cas les corbeaux, ne veulent pas s'adapter. Et ils vont disparaître parce qu'ils ne veulent pas s'adapter. Nous, on va s'adapter, on va grimper en haut des montagnes pour se sauver de la submersion. Mais les oiseaux risquent, en tout cas ces deux animaux très emblématiques de ce que sont les pôles et de ce qui se passe en ce moment, et qui est vraiment tragique, et vraiment cet effondrement de la cryosphère, ce qui se passe dans les glaciers aussi, que vous voyez quand vous allez dans nos glaciers à nous, mais 100 000 d'entre eux vont disparaître d'ici 2100. Et dans le fond, c'est peut-être pas très grave que des ours polaires disparaissent, c'est pas très grave que les manchots empereurs disparaissent, mais c'est très symbolique de l'Anthropocène, comme on dit, c'est-à-dire de cette période où nous sommes où nous nous suicidons en fait, où nous sommes les criminels de notre propre histoire. Alors dans ce livre, on va croiser plusieurs sortes d'animaux, vautours géants, des baleines bleues, des perroquets au front bleu, mais aussi des renards, des ânes et autres. Le livre est peuplé d'animaux. Puis alors, on va croiser aussi Greta Thunberg, par exemple, qui, à cette époque-là, à 45 ans, a refusé le prix Nobel. Le roi William V, moins écologiste que son père, voilà, et puis bien d'autres. Et puis on s'attache beaucoup à ce couple de Stern et à leur ami aussi, qui les accompagne. C'est un oiseau qui est un peu branché. C'est un oiseau un peu traître. Un peu branché. Oui, un peu branché. Il est pris en main par une compagnie d'uranium, donc il est un peu vendu quand même au grand capital. Mais celui qui est important, qu'on voit à peine, c'est parce qu'ils ont 30 ans, ils vont mourir, ils meurent en général à 30 ans, les Sternes. Et donc, leur dernier enfant s'appelle Last Score. Et le petit va arriver au dernier moment en Antarctique, il va réussir je ne sais pas comment d'ailleurs, il va réussir à rejoindre ce congrès de gens importants qui sont des chefs d'État, qui sont en train de décider de la pire des choses, c'est-à-dire l'extraction minière en Antarctique. Et là, il va apporter un super message d'espoir. Et finalement, les hommes vont décider de continuer à faire de ce territoire une terre de paix et de science. Voilà. Voilà, ça s'intitule 2 étés par an. C'est un très beau livre, qui est paru chez Stock. Merci à vous, Olivier. Charlie Gilmour, Première plume, parue chez Métellier, dont nous avons parlé aussi. On peut l'applaudir aussi. Et puis Agnès de Clairville, Corde ferme, aux éditions HarperCollins. Ah, c'est formidable. Très beau 3 livre. livres très, très chouettes aussi.